Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et moi, ce qui me frappe, si je compare cela, et je vois des personnes dans la salle qui peut-être ont aussi c'est incroyable comment des projets qui sont vendus sous un angle écologique, qui vont pouvoir nous sauver, ont exactement les mêmes problématiques, que ce soit sur la consommation de nos énergies fossiles, de l'eau, qui nécessite beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que c'est incroyable, tous ces projets qu'on a vus. Et vraiment, je tiens vraiment à vous remercier pour la clarté de vos explications. Et je pense que, comme vous le disiez aussi, c'est important d'aller parler. Et ces témoignages que vous avez fait aussi avec Anthony sont vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et quand vous parliez d'aller voir les personnels des aéroports et tout ça, je pense que c'est la clé, tu le disais Solane, c'est aussi les collectivités, c'est aussi les citoyens, et peut-être aussi aller voir les élus et leur parler de tout ça, parce que c'est important d'informer, parce que bien souvent, il y a tellement de choses à voir qu'on ne sait pas forcément, et que ça permettrait de pouvoir continuer. Mais par contre, voilà, on va ouvrir le temps des questions-réponses, parce que même si elle était très riche, je pense qu'on va avoir des interventions, donc je vais faire passer le micro. Et puis si vous pouvez vous présenter en 2 mots. Je suis Monique Guédon, je préside l'association Environnement Patrimoine pour Essines et tout ce qui concerne donc les nuisances aériennes, c'est dans le cadre de notre projet social sur la défense de l'environnement. Première observation, je vous précise ce que vous avez déjà souligné, mais que l'État sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac est actionnaire à 60%. Donc un actionnaire bien lourd. La deuxième observation, je vais peut-être vous donner un scoop. Le 3 décembre 2025, il y a eu une CCE, c'est la commission consultative sur l'environnement que vous connaissez, monsieur le directeur, ex-directeur, qui regroupe ces commissions, les associations, certaines associations, toutes les collectivités locales qui sont actionnaires et également les compagnies aériennes et également, bien sûr, l'aéroport. L'association Cepenso, le 3 décembre 2025, a interpellé le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pour lui demander quels étaient ses liens avec le fameux projet ECO. Monsieur le directeur a soutenu que l'aéroport de Bordeaux-Mérignac n'était pas client. Alors, c'est pas ce que vous m'avez développé tout à l'heure, vous avez développé tout à l'heure, mais c'est pour montrer le lobby aérien et la bonne foi de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac par la parole de son directeur, qui, et c'est pas la première fois, nous raconte des salles. Merci. Voilà, c'est ça. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ECO ne fabrique toujours pas de carburant, donc ils sont pas. Oui, pour l'instant. Voilà. Mais c'est le mot, c'est partenaire du projet, voilà, des futurs clients. C'est ce qui a été montré tout à l'heure. C'est vrai qu'il ce retour-là, pour le coup, nous, effectivement, on n'avait pas eu la formulation exacte qu'il avait dit ça. Et c'est intéressant, et ce serait d'autant plus intéressant qu'il le dise publiquement si vraiment il est si convaincu que ça. Parce que, du coup, il n'est pas très aligné avec Élise, qui, au dernier comité de suivi, a dit qu'ils avaient sécurisé des pré-contrats, notamment aussi pour l'approvisionnement sur un certain nombre de trucs, mais aussi côté client. Donc, la manière dont ça a été formulé côté Élise, c'est oui, l'aéroport de Bordeaux, bon, il n'est pas client puisqu'il n'y a pas encore de biokérosène, mais il est engagé un peu plus que je regarde de loin. Mais du coup, ce serait très intéressant que l'aéroport de Bordeaux dise ça publiquement. Véronique du GNS à Bordeaux, vous avez abordé la piste de la sensibilisation des personnels du monde du transport aérien pour mettre en regard de la vision qu'ils ont de leur activité, ce que ça représente en fait de continuer à voler de cette manière. Comment est-ce que vous pensez que ça peut leur être présenté pour qu'ils puissent l'entendre, et quel avenir on peut leur proposer si on réduit drastiquement les vols?
Comment le leur faire accepter et comment les rendre partie prenante de ça? J'ai fait un directeur, j'avais lancé une idée, mais je n'ai pas dit comment on faisait. Non, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'ai eu une expérience propre avec l'aéroport que j'ai eu le privilège de diriger pendant des années. J'ai proposé à mon successeur, qui est pourtant un type très bien, qui était mon adjoint et qui a eu l'opportunité de prendre la place. Quand je suis parti, quand j'ai quitté, j'étais déjà shifter, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, je suis aussi shifter pour le Pays Basque, et puis je suis animateur de la fresque du climat. Et donc, j'ai proposé à la direction, j'écoute, ça serait quand même sympa, tu me prêtes une salle, et puis je te fais ça gratos, parce que je suis bénévole, et je te fais une fresque du climat pour le personnel, en passant éventuellement même par le CSE, parce que ça peut être une façon d'approcher la chose. Bon, il a jamais osé. Il n'a jamais osé parce que je pense qu'il a une appréhension par rapport au sujet que lui-même ne connaît pas très bien. Je l'invite à déjeuner plusieurs fois pour le convaincre. Bon, mais tout ça pour dire qu'il faudrait peut-être commencer par là. C'est-à-dire que je parlais d'informer, mais sur ECO, par exemple, ou sur des projets de ce type-là, sur les SAF en général, mais je pense que ces gens-là n'ont pas accès, parce qu'on ne leur donne pas accès, à des choses que dans toute l'entreprise aujourd'hui, autres que l'aérien, on fait, c'est-à-dire des formations fresques, mobilité, fresques climat, fresques cela. Dans l'aérien, c'est très difficile, et dans l'aéroportuaire aussi. Parce qu'il y a une appréhension, c'est une vie à part, en fait, le transport aérien. C'est un monde à part. Ils sont à la fois puissants, mais en même temps très, très solidaires, en même temps, ils ont la trouille de vie sérieuse. Oui, c'est qu'ils sentent que ça les remettrait en cause. Voilà, et ils sentent forcément que si demain je fais une fresque au climat, le personnel commence à se gratter la tête en disant mais c'est quoi notre avenir? Bon, oui, et quelque part c'est le monde politique aussi, on ne dit rien comme ça, on n'a pas de souci, on ne crée pas d'anxiété. Bon, je ne vais pas répondre à votre question, mais il y a certainement globalement il y a une approche plus globale à faire pour peut-être arriver demain à faire ça. Alors, il y a une solution, c'est peut-être les CSE. Parce que les CSE n'ont pas à demander d'autorisation à leur direction pour faire venir un intervenant. Donc ça peut être une solution. Encore faut-il tomber sur un CSE, un président de CSE qui soit d'accord. Nous, on se bat pour une réduction du trafic, ou un plafonnement également, et un plafonnement du trafic aérien. Vous parlez du personnel. Je pense qu'il serait utile d'intervenir auprès de ce personnel pour expliquer que ce que nous demandons, réduction du trafic et plafonnement, ça n'a pas une incidence directement sur l'emploi, parce qu'en fin de compte, le personnel, il a peur pour son emploi. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur le fait que ça entraînerait... Alors déjà, il faut savoir que les aéroports, le transport aérien de manière générale, avant 2020, a dégraissé, a réduit le personnel de façon drastique. Et maintenant, il fait penser qu'en fin de compte, tous les mouvements comme les nôtres auraient un danger donc sur l'emploi. C'est faux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est prouvé que le personnel dans les aéroports et les compagnies aériennes ont un savoir-faire très important qui leur permettrait d'être reclassés dans beaucoup de secteurs d'activité. S'il devait y avoir une réduction donc de ce personnel. Et donc c'est très important de le savoir qu'il y a une possibilité de reclassement de manière importante, donc reclassement parce qu'il y a ce savoir-faire dans le personnel. Bonsoir, Marc Monte, Attaque 33. Donc je suis contente de vous saluer, parce qu'on ne se connaît pas, mais on vous soutient. Donc, juste de petites interventions. Pourquoi pas faire du lobbying par rapport à l'Europe? Bon, c'est pas quelque chose qui nous permettra d'avoir un résultat, bien sûr, à court terme, comme toujours, mais sur le long terme, faire du lobbying pour essayer de faire évoluer les règles européennes
par rapport à l'obligation qui est faite au transport aérien d'incorporer des biocarburants pour exclure, je rêve, hein, peut-être, mais bon, il faut tout essayer, les biocarburants faire partie de la forêt. Première remarque. Deuxième remarque, là je ne suis pas très sûre de moi. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'agir d'une manière ou d'une autre par rapport au Conseil économique, social et environnemental? Je sais que vous n'ont pas le droit beaucoup, puisque les questions de réduire leur budget de fonctionnement. Mais bon, là aussi, moi, j'ai que des idées pour le moyen long terme. Mais voilà. Enfin. La première, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Alors, pas nous, parce qu'on n'est pas forcément dimensionné pour, et du coup, chacun lutte un peu aussi à ses échelles, et il y a besoin de toutes les échelles à la fois. Au niveau européen, faire notamment une association qui fait beaucoup de lobbying au niveau du Parlement européen. En France, on a Canopé aussi qui fait beaucoup ça, qui a fait même un bus en allant juste à Bruxelles. C'est clair que régler le fond du problème, la racine du problème là-dessus, ce serait de changer la réglementation européenne. Ce serait de changer la manière dont le bilan carbone des SAF est compté, parce que comme on l'a vu, c'est complètement aberrant de considérer qu'on brûle du bois et on s'en fiche en termes de carbone émis. Ce serait de changer la loi qui leur impose d'augmenter comme ça des pourcentages de SAF sans dire d'où vient le SAF, sans dire ce qu'on fait avec, etc., en leur disant juste trouver un moyen de décarboner. Mais en réalité, pour tout ça, ils auraient besoin d'assumer le fait qu'à un moment donné, il faut caper le trafic, il faut effectivement mettre des seuils et dire là, on commence à discuter sérieusement et regarder comment on fait dans ce cadre-là. À partir du moment où on continue de dire le trafic aérien, il va croître à plus l'infini et faire x2, x3, x10, en fait, il n'y a aucune discussion sérieuse qui est possible parce que les ordres de grandeur ne peuvent pas marcher. Mais donc oui, la discussion au niveau européen et le changement de la législation là-dessus, c'est un combat qui est essentiel et c'est un combat qui est mené et qu'on soutient autant que possible nous aussi, et qui est complémentaire de ce qu'on fait là, où là on se base sur certains projets pour souligner que d'un point de vue concret, ça marche pas leur stratégie de dire faites plein de SAF sans compter le carbone et tout va passer. Et sur le deuxième point, pardon, le conseil, oui, tout à fait. Jacques pourra en parler mieux que moi, mais il y a déjà eu une position qui a été mise là-dessus, où ils ont émis un rapport où ils parlent de la biomasse forestière, puis ils expliquent en quoi justement ça pose problème, en quoi la ressource ne va pas être là, et en quoi c'est pas possible de compter comme on compte actuellement, notamment parce que le décompte actuel, il se base, comme ça a été expliqué, sur une forêt qui va se renouveler, qui va croître, qui va pouvoir recapturer le carbone qu'il a émis. Et quand on est dans une forêt qui est en train d'entrer dans un état un peu maladif suite au réchauffement climatique, où on se retrouve avec une forêt qui, pour le coup, perd peu à peu son rôle de puits de carbone, c'est un calcul qui, déjà avant, il faisait pas trop sens parce qu'on écrasait l'échelle de temps, mais là, il fait juste plus sens du tout, quoi. Donc c'est ça, pour le coup, il n'y a même pas besoin, entre guillemets, de faire le lobbying envers eux pour qu'ils se saisissent du sujet. Ils se sont déjà saisis du sujet et ils s'en sont saisis en disant très clairement, ça marche pas du tout ce que vous faites. Oui, juste pour ce point-là. D'abord, il n'est pas sûr que la réglementation actuelle, elle reste, elle continue. Ils ont un risque, par exemple, l'éco, que la réglementation change. Deuxièmement, on est passé assez vite sur les scientifiques ne sont pas d'accord avec REP, avec la réglementation du calcul du taux de décarbonation. Je vous ai mis une référence là qui est l'Académie des sciences et de l'agriculture, des technologies de l'agriculture, qui ont fait un document commun. Et il y a vous irez voir l'annexe G de ce document qui dit que les scientifiques ne sont pas d'accord et remettent en cause le calcul. Troisième point, il risque de tomber sur des limites physiques. Il y a un document récent là, de la Commission européenne qui s'appelle le STIP, le Sustainable Transport Investment Plan, qui dit il commence à dire par exemple que alors c'est la note numéro 20 de ce document, qui est très intéressant, qui parle de la biomasse, qui commence à dire que d'abord ils ont de la difficulté pour trouver la biomasse,
Deuxièmement, ils citent un pourcentage, ils disent qu'il n'y en aura qu'entre, je sais plus, de 10 ou de 9 à 14%. Il y a une fourchette assez large pour le moment de disponibilité de la biomasse pour ce genre de projet. Donc ils vont tomber sur des limites physiques. Si on regarde à l'échelle planétaire, la biomasse, l'énergie contenue dans la biomasse, parce qu'il faut aussi raisonner comme ça, c'est 8% de l'énergie totale. C'est-à-dire que, alors c'est dit dans le rapport Mahfouz-Pisani aussi, il y a une page là-dessus sur comment ça s'appelle, le financement de la transition énergétique. Donc, il y a 8% de l'énergie qui est contenue. Donc, vous pouvez pas. Alors, par exemple, le document qui va sortir d'Aérodécarbo, il parle en termes d'énergie, hein, d'hexajoules, parce que c'est des quantités énormes. Et donc, ils vont tomber sur des limites physiques. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a une question. Bonjour à tous. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Jean-Charles Rime. J'interviens à titre personnel puisque je suis aussi membre de la FIDNA qui a été citée, donc je n'interviens pas au titre de la FIDNA ce soir. Et néanmoins, je peux confirmer ce qui a été dit. Moi, je suis chef d'entreprise d'une petite PMI girondine qui existe depuis 1880 et qui travaille du bois d'œuvre. Donc, on est effectivement dans la filière industrielle, donc on est aussi associé avec une unité qui est en Lot-et-Garonne et d'autres Pays Basque espagnol. Les enjeux que vous avez mentionnés, on les voit de très près depuis quelques temps, c'est-à-dire de plus en plus de problématiques, notamment sur les bois de qualité d'un certain âge à s'approvisionner. Donc ça questionne beaucoup ce qui représente à peu près un tiers de la filière industrielle que vous avez présentée, puisqu'il représente la destination finale politique, j'allais dire, de nos massifs forestiers, c'est-à-dire de pousser les arbres au plus loin de leur cycle de vie pour bénéficier des avantages associés, c'est-à-dire des produits structurels qui vont stocker du carbone dans le temps, mais qui vont aussi favoriser la biodive et le stockage carbone dans les sols, etc. etc. Donc il y a effectivement, moi je voulais juste repréciser un petit point qui a été dit, le projet Orpigna, il n'est pas dans le Lot, il est dans le Lot-et-Garonne, qui est dans la Nouvelle-Aquitaine, et il est très important aussi. Voilà, vous avez cité le cumul des projets. Orpigna, j'ai participé à titre personnel à la concertation, puisqu'il y a des enjeux. C'est une entreprise autrichienne qui s'appelle Swiss Chrono, une capitaux étrangers. J'ai été à Suisse-sur-Loire, le projet initial était en Ukraine. Et effectivement, l'appétence du massif néolithin en termes de biomasse forestière attire un certain nombre de convoitises et va continuer à attirer ces convoitises. Orpigna, à terme, sur le tranche de travaux, c'est 1 million de tonnes d'usage pour faire un truc qui est peut-être un peu mieux que le SAF ou le CAB, qui s'appelle pas le OSB, et qui probablement aura une utilisation locale avec l'intensification des pratiques logistiques, des exigences énergétiques énormes quand on est un peu dans une typologie de aujourd'hui, il y a des documents très clairs, une étude CDA DRAF, de ressources, qui dit que, en gros, effectivement, aux chiffres, la production annuelle, la croissance annuelle du massif forestier des Landes de Gascogne, c'est à peu près 6 millions de tonnes qui est utilisé par nos industries aujourd'hui, et qu'au-delà de ça, il y a un problème. Un problème qui sera résolu probablement si tous ces projets sortent par la réduction du cycle de vie forestier. On va couper des arbres, on parlait tout à l'heure, on les couper à 45 ans en fin de vie, on va les couper en fin de vie, pas paraît-il pas aller plus loin, mais la pratique est cet ordre-là, entre 40 et 50 ans, on va faire des contrats de 30 ans. Et donc on a un autre problème dans la filière industrielle, c'est que les gens dans le bois d'œuvre vont avoir encore plus de difficultés. C'est un enjeu périphérique, et par rapport à votre action, je pense qu'il est important et intéressant aussi, parce qu'il est assez libre. Donc là, le cumul des projets, c'est à peu près, sur la police et les manifestants, ça diffère un peu, mais c'est 2 millions de plus de consommation sur un potentiel de consommation de 6 déjà utilisés par les industriels. Donc effectivement, tout le monde peut et doit comprendre que ces projets-là ne sont juste pas acceptables en l'état actuel des choses, d'où la position effectivement de la FIDNA, qui est un peu unique à ce stade de la compétition, c'est-à-dire l'économie sort du bois, c'est le cas de le dire, pour dire attention, on a un problème de limite planétaire, on parlait de tout à l'heure, qui est très clair, qui est étayé par les études, et donc on sollicite effectivement notamment l'État, c'est bien de la région aussi, il y a plus d'écoute. La région de l'Aquitaine notamment, les départements, et assez peu les communes locales qui poussent des projets sans se préoccuper des
conséquences énormes. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt l'État qui pousse ces projets-là et qui ne veut pas entendre qu'il y a effectivement une vraie problématique de ressources qui est indépendante de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement les crises potentielles qui vont arriver demain ne vont faire qu'accentuer cette problématique. Voilà, tout ça pour dire que la FIDNA est sûrement en phase avec ce que vous dites, qu'il y a, je pense, alors je le dis à titre personnel, c'est un moment pour réconcilier l'écologie et l'économie. Je pense que vous avez cité ce problème-là, il est majeur, donc on ne sera orienté que sur des enjeux de profitabilité économique à court terme. On ne verra pas ce qui va se passer dans 15 ans. Là, c'est une opportunité unique d'allier, alors peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, ça c'est sûr, mais il y a des enjeux quand même de compromission, de concertation possibles entre notamment les associations écologiques ou la politique de l'écologie et l'économie. Il y a une brèche qui est ouverte de mon point de vue sur ces sujets-là, mais quand même, voilà, dans une fibre assez proche de la vôtre sur la sensibilité par rapport à notamment l'écologie forestière. Ce que je voulais dire, un autre, juste un point, peut-être plus une question, un chiffre qui m'a vraiment impressionné, je pense qu'il pourrait sensibiliser les gens, c'est-à-dire si l'obligation, effectivement, c'est de produire 70% de carburant vert, c'est aller au SAF pour l'aéronautique et que du coup, on est au reste de la planète, je pense que c'est vraiment un chiffre choc sur lequel il faut que vous appuyiez ou qu'on s'appuie pour dire, enfin, c'est pas possible. Oui, pour compléter votre propos, effectivement, on a fait un petit tableau de prospectif par rapport à justement cette obligation d'introduction de 70% de carburant d'aviation durable en 2050. Alors, au niveau de la biomasse, avec une augmentation, on est parti sur une hypothèse basse de 3% du trafic aérien par an. Il faudrait en 2050, pour avoir 70%, si on utilisait, évidemment, ce ne sera pas le cas, mais si jamais on utilisait que le procédé éco pour produire du biokérosène, il faudrait 36 millions de tonnes de biomasse humides. Voilà. L'extraction annuelle par an, 36 millions. L'extraction annuelle de bois de la forêt française, c'est 37,5 millions de mètres cubes, soit environ 30 millions de tonnes. Tout confondu. C'est-à-dire bois d'œuvre, bois de chauffage, charpente, bois énergique, etc. Donc, effectivement, cet objectif, il est impossible, c'est impossible de l'atteindre par ce procédé, en tout cas. Voilà. Merci. Alors, peut-être une dernière question, puis après, on va continuer les échanges autour d'un verre. Moi, j'ai pas de question, parce que je suis périphérique, je suis Laurence Courtel. J'arrive de Pau avec Solal qui tape sur gauche et puis les copains et les petits. Je suis aussi à Cap-Béarn et je suis vraiment périphérique. J'ai deux réflexions. Alliance Forêt-Bois avance massivement. Il se défausse en disant qu'il n'est pas, qu'il s'appuie sur les petits propriétaires. Il se dissimule, il ment. Ça, c'est le premier truc dont je suis sûre, puisque je connais un membre de sa famille. La deuxième chose que je voulais dire, c'est toujours annexe, c'est que, j'ai oublié, ah oui, non, c'est intéressant aussi, l'eau du Gave de Pau. Il est déjà en difficulté, notre Gave. Vous savez pourquoi? La neige, la pluie, les trucs, les machins, les barrages, il n'y en a pas trop quand même. Donc il est déjà très à mal actuellement. On a failli pouvoir traverser à pied le Gave à Pau cette année. Donc Élise a tourné autour du pot et il a dit, mais on va rejeter une grande partie, une majeure partie de l'eau qu'on a utilisée. Ah, c'est bien, à 28 degrés. Donc moi, je vais installer un restaurant à la sortie et je vais vendre des poissons chauds.
C'est s'il en reste. Et peut-être aussi, là, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, il a été sorti des petits chèques, voilà, des billets d'avion gratuits. Et peut-être vous pouvez en prendre si vous ne l'avez pas eu tout à l'heure, parce que là, du coup, vous avez bien noté Forêt Vivante Pyrénées. Il y a une pétition, donc je vous invite à aller sur leur site et pouvoir la signer également, voilà, pour continuer à les aider. Et puis, voilà, tout le monde va être autour. Et je vous remercie vraiment la qualité de ces échanges. Merci à toutes et tous. Et puis,